Aujourd'hui, nous allons étudier les micro-organismes. Je vous propose tout d'abord de définir ce qu'est un micro-organisme. Comme son nom l'indique, il est de taille microscopique. On a donc besoin d'un microscope pour l'observer. Les micro-organismes sont tous constitués d'une seule cellule, on parle d'organismes unicellulaires. Voici une structure simplifiée de bactéries. Celle-ci est limitée par une paroi, puis par une membrane plasmique, mais on ne trouve pas de noyau cellulaire. Mais comme tous les êtres vivants, les micro-organismes contiennent du matériel génétique. Les bactéries, par exemple, possèdent un seul chromosome constitué de 2 brins d'ADN, ce qui n'est pas forcément le cas chez les virus. Parmi les micro-organismes, on trouve les bactéries, les champignons microscopiques tels que les levures, les virus, même si certains spécialistes ne les considèrent pas comme vivants, et bien d'autres encore, comme ce parasite, le trypanosome, responsable de la maladie du sommeil. Ce parasite est transmis lors d'une piqûre de la mouche tsetse et envahira le système nerveux. Mais nous nous intéresserons plus particulièrement à 2 d'entre eux, les virus et les bactéries. Ils se distinguent par leur forme, leur taille et leur mode de vie. D'ailleurs, on calculera en classe la taille réelle de ces microbes. Mais passons aux différentes formes de bactéries. Certaines sont sphériques, ce sont des coques. D'autres ont une forme en bâtonnet, on parle alors de bacilles. Les spirochètes ont quant à elles une forme spiralée. Et les virus ne sont pas en reste. Dans quel milieu vivent les micro-organismes? Eh bien, on les rencontre dans tous les milieux. Dans l'air, dans l'eau douce. 1 gramme de sol peut contenir 1 milliard de bactéries et 1 litre d'eau de mer peut contenir jusqu'à 1 million de virus, 100 000 bactéries et autres micro-organismes. Et n'oublions pas ces espèces qui vivent dans des conditions extrêmes de température et d'acidité. Bref, que doit-on retenir? Eh bien que les micro-organismes sont de taille microscopique, différents par leur taille et leur forme, et présents dans tous les milieux de notre environnement. La plupart des microbes sont sans danger. Beaucoup sont bénéfiques, voire indispensables, comme nous le verrons dans une prochaine capsule vidéo. Mais nous allons nous intéresser maintenant aux micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui peuvent provoquer des maladies. Et vu que les micro-organismes sont présents en très grand nombre dans notre environnement, il semble facile d'être contaminé. Et on parle de contamination lorsque le micro-organisme a pénétré dans notre corps. Voyons comment. La transmission des micro-organismes peut se faire soit indirectement, par l'eau, les aliments, les objets contaminés, soit directement d'un individu à l'autre, par le sang, les rapports sexuels, la toux. Mais heureusement pour nous, notre corps possède de véritables boucliers anti-micro-organismes. Ce sont nos barrières naturelles. Il en existe 2, la peau et les muqueuses. Ces dernières tapissent l'intérieur de nos cavités. Sur cette photographie, on peut observer la muqueuse buccale, localisée à l'intérieur de nos joues. D'ailleurs, vous avez certainement dessiné des cellules de cette muqueuse en 6e. La peau constitue l'organe le plus grand et le plus lourd du corps humain, puisqu'il représente 16% du poids total de l'individu. Il est composé de 3 couches. De l'extérieur à l'intérieur, on trouve l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Tant que la peau est en bonne santé, elle constitue une surface protectrice contre les micro-organismes. Elle a une grande capacité de régénération et de cicatrisation. Mais voyons en détail comment notre peau nous protège d'une invasion de microbes. Les cellules mortes qui constituent la couche cornée et qui protègent notre épiderme tombent régulièrement, emportant avec elles les micro-organismes qui se sont déposés dessus. En effet, les cellules de l'épiderme sont renouvelées tous les 30 jours environ. Et à la surface de la peau se trouve le sébum. Il s'agit d'une matière grasse produite par les glandes sébacées.
et est excrété dans un canal pour s'étaler ensuite à la surface de la couche cornée. Il la rend légèrement acide avec un pH de 4,7 en moyenne, ce qui joue un rôle dans la défense de l'épiderme contre les agressions bactériennes. De plus, ce film lipidique gras assure une certaine imperméabilité à la peau. Sur notre peau se trouvent aussi des bactéries amies qui, par leur simple présence, font barrière à l'installation et à la multiplication des micro-organismes pathogènes. Notre peau est mise à rude épreuve. Il faut la protéger. Son intégrité garantit notre protection contre les microbes. Toute écorchure, brûlure, coupure, griffure devient une porte d'entrée pour les microbes. Passons maintenant au rôle protecteur des muqueuses qui sont plus perméables que la peau. Prenons comme exemple la muqueuse nasale, celle qui se trouve dans le nez. Elle présente deux types de cellules. L'une d'elles produit du mucus qui va piéger les substances nocives telles que les bactéries, les virus, les poussières, le pollen, et les cils vibratiles portés par les autres cellules déplacent ce mucus vers le pharynx pour l'éliminer. Ces cils agissent comme un tapis roulant. N'oublions pas que les poils du nez servent aussi de filtre à poussière. On éternue pour les expulser. L'intérieur des bronches est aussi tapissé de cellules portant à leur surface des cils microscopiques mobiles, que sont les cils vibratiles, qui sont revêtus de mucus dont le rôle est de recueillir les poussières, en tous, afin de les rejeter vers l'extérieur. Que doit-on retenir? Contre la contamination, l'organisme possède des barrières naturelles que sont la peau et les muqueuses. Certaines sécrétions telles que la sueur et les différents sucs digestifs limitent la contamination. Lorsque ces barrières sont franchies, une infection peut se développer. On parle d'infection lorsque les micro-organismes prolifèrent à l'intérieur de notre corps. Étudions ce qu'est une infection bactérienne. Une bactérie peut vivre de façon autonome dans un milieu. Il existe deux types d'infections bactériennes. Premier cas, les bactéries trouvent dans notre corps de la nourriture, de l'humidité, une température qui leur convient, et elles se multiplient, pour la plupart, à l'extérieur de nos cellules. Lorsque l'infection est généralisée, on parle de septicémie. Deuxième cas, les bactéries restent localisées près du point d'entrée, donc de la blessure, mais sécrètent des poisons, appelés toxines, qui provoquent une toxémie. Prenons l'exemple du bacille tétanique, responsable du tétanos. Il pénètre dans notre corps à travers une plaie, il produit une toxine qui diffuse dans notre corps via les vaisseaux sanguins et les nerfs. Elle agit sur notre système nerveux, provoquant la contraction des muscles, donc une paralysie et parfois la mort de l'individu. Passons maintenant à l'infection virale. À l'inverse des bactéries, les virus ne restent pas dans le milieu intérieur, c'est-à-dire dans le sang et la lymphe. Ils ont besoin d'une cellule hôte pour proliférer. On dit que ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Sur cette image, on voit des virus sur la membrane de la cellule. Malheureusement pour elles, certains se sont déjà introduits. Après que le virus est pénétré dans la cellule, il introduit son matériel génétique dans le noyau de la cellule parasitée et prend les commandes. En effet, notre ADN fabrique alors tous les composants viraux. De nouveaux virus sont créés, ces derniers quitteront la cellule en bourgeonnant et iront parasiter d'autres cellules. Il faut savoir que beaucoup de cellules hôtes meurent. Que doit-on retenir? Après la contamination, les micro-organismes peuvent se multiplier activement. C'est l'infection. Les virus se multiplient obligatoirement dans les cellules, tandis que la plupart des bactéries trouvent des conditions optimales dans le milieu intérieur. À bientôt!